Allez, 18h42 sur Europe 1 et sur CNews, on va changer de sujet. On va saluer Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie. Merci, bonsoir d'avoir accepté notre invitation et surtout de réagir puisque Vladimir Poutine s'est exprimé en longueur comme il en a l'habitude aujourd'hui. Je propose d'écouter un premier extrait où il dit clairement que la balle, il s'agit bien sûr du conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais la balle est dans le camp de l'Occident. On l'écoute, on réagit et on ouvre le débat avec nos invités ce soir. La balle est entièrement dans le camp de nos adversaires occidentaux, les dirigeants du régime de Kiev et leurs sponsors européens en premier lieu. Nous sommes prêts à la fois pour des négociations et à mettre fin au conflit par des moyens pacifiques. Nous sommes prêts à travailler avec vous, avec le Royaume-Uni, avec l'Europe dans son ensemble et avec les États-Unis. Mais sur un pied d'égalité et dans le respect mutuel. D'ailleurs, si nous y parvenons enfin, tout le monde en tirera profit. Jean de Glignasti est avec nous, donc ancien ambassadeur de France en Russie. Comment avez-vous trouvé l'intervention de Monsieur Poutine? Quelle réaction, notamment quand il dit la balle est dans le camp de l'Occident? Quel est votre regard? Alors, c'est la position russe classique, c'est de dire que les Russes sont prêts à la négociation et c'est les Européens qui empoisonnent, si je puis dire, l'accord qu'ils avaient passé avec les Américains. Donc il répète qu'il est prêt à négocier, qu'il est prêt à négocier avec les Américains, il rappelle ce qu'il appelle l'entente d'Anchorage, les grands principes de la paix négociés avec les Américains. Et en gros, ce qu'il veut dire, c'est que les empêcheurs de négocier en rond, ce sont les Européens qui ont alourdi la barque, alors que la Russie, a-t-il dit, a déjà fait des concessions importantes. Donc, la balle est dans le camp des Européens. En fait, ça convainc peut-être l'opinion russe, mais personne d'autre, en fait. Jean de Glignasti, pour les auditeurs d'Europe 1 et les téléspectateurs de CNews, j'ai une seule question à vous poser. Enfin, j'en ai plusieurs évidemment, mais celle-là me paraît essentielle et si importante. Est-ce que vous avez le sentiment que Vladimir Poutine, en fonction de ce que vous avez pu entendre aujourd'hui, veut réellement la paix? Mais il veut la paix à ses conditions. Il les a rappelées. Alors, il y a quand même un doute, mais disons, ces conditions telles qu'il les a posées, c'est la reconnaissance des 4 régions qu'il n'a pas d'ailleurs complètement annexé, mais qu'il a inclus dans le territoire russe constitutionnellement, c'est-à-dire Lugansk, Donetsk, Zaporijia, Kherson et la Crimée, bien sûr. Ensuite, et surtout, ce qui pose un problème, c'est toujours un peu flou, l'éradication des causes profondes de la guerre, dans lesquelles il inclut à la fois la langue russe, l'Église orthodoxe russe, la neutralité vis-à-vis de l'OTAN et, il l'a dit aussi, un changement de gouvernement en Ukraine, ce qui commence à devenir, à charger la barque et à devenir difficile. Alors, ça, c'est ce qu'il dit. Alors ensuite, il y a quand même un doute sur la tentation qu'il pourrait avoir d'aller plus loin, notamment s'il n'y a pas d'accord sur ce premier paquet, si j'ose dire. Jean de Glignasti, quand Poutine dit, et c'est une phrase choc, il dit « je ne suis pas responsable des morts en Ukraine ». Sincèrement, quand un chef d'État refuse même l'idée de responsabilité, est-ce que quelque part, on ferme la porte à la paix, quoi? C'est le grand débat entre la paix et la justice. C'est sûr que si on fait la paix, on fera la paix avec Poutine, et donc ça supposera que Poutine ne soit soumis à aucune poursuite et qu'aucun des Russes ne soit soumis à une poursuite. D'ailleurs, dans le plan 28 points de Trump, qui a été négocié entre Witkoff et Dmitriev, les 2 envoyés spéciaux, il y avait une clause d'amnistie, et la clause d'amnistie est inséparable d'un accord de paix, bien évidemment. Petit tour de plateau peut-être, François de Rugy, sur l'intervention de Poutine qui est sans surprise en fait. Oui, je crois. Il n'y a pas de surprise. Poutine a fait du Poutine. Voilà, comme l'a dit Jean de Glignasti, l'ancien ambassadeur de France en Russie, c'est le discours récurrent de Vladimir Poutine. Il dit toujours que si ça n'avance pas, c'est de la faute des Occidentaux qui soutiennent l'Ukraine et du président Zelensky. On voit bien que, quand même, à plusieurs reprises, y compris quand le président des États-Unis a fait un peu pression
sur Vladimir Poutine. Bon, ça dépend un peu des moments, mais il y a eu des moments où il a fait un peu pression. Vladimir Poutine, c'est un peu dérobé quand même. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le côté on va se mettre à la table des négociations, je vais rencontrer Zelensky ou ce genre de choses. Bon, c'est quand même une partie du problème. Je ne dis pas que c'est la totalité du problème, c'est quand même une des grandes parties du problème, sachant que c'est quand même... Il est à la tête de la Russie qui a agressé l'Ukraine. Et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, même si Zelensky ne l'a pas dit ouvertement, parce que c'est très difficile à assumer en Ukraine, il est quand même prêt à faire au moins, si ce n'est un accord de paix, en tout cas un arrêt des combats en entérinant les conquêtes territoriales russes sur l'Ukraine. Donc il n'y a plus beaucoup de raisons pour Poutine de s'opposer à ce qu'une vraie négociation s'entame et qu'elle aboutisse à un accord de paix qui ne serait peut-être pas durable d'ailleurs, mais qui au moins permettrait et à la Russie et à l'Ukraine de cesser cette guerre dont on voit, moi c'est mon analyse depuis le début, qu'elle risque d'être un peu comme la guerre entre l'Iran et l'Irak il y a 40 ans, une guerre qui a duré 8 ans et qui n'a servi à rien. C'est-à-dire qu'à la fin, l'Iran et l'Irak étaient à peu près sur les mêmes positions qu'après 8 ans de guerre que quand la guerre a été déclenchée. Est-ce que et la Russie et l'Ukraine ont envie de vivre cela pendant encore je ne sais combien d'années? Ça va faire bientôt 4 ans quand on sera au début de l'année prochaine. Autre réaction de Poutine ou de prise de parole sur le gel des avoirs russes. Écoutez ce qu'il dit. Le vol, c'est la soustraction furtive d'un bien. Mais dans ce cas, ils essaient de le faire au grand jour. C'est un braquage. Mais pourquoi ce n'est pas possible de commettre ce braquage? Parce que les conséquences pour les braqueurs peuvent être très lourdes. Comment voyez-vous l'évolution de la chose après une telle prise de parole, Jean de Glignasti? Je crois qu'à l'époque, il n'était pas tout à fait au courant que finalement l'Union européenne avait décidé de ne pas confisquer les avoirs russes. Si elle l'a fait, c'est qu'elle a estimé que les inconvénients pour la stabilité financière de la zone euro et les risques juridiques étaient excessifs. Et donc, on a pris la deuxième option proposée par la Commission, qui était un prêt à l'Ukraine, garanti, un prêt européen en fait, en euro-obligations, de 90 milliards. Mais évidemment, ça ne règle pas le problème de l'impécuniosité des Européens et de la difficulté que les Européens, tout seuls, sans les Américains, auront à financer l'effort de guerre ukrainien dans la durée. Donc, en fait, il pousse un cri de triomphe en disant « ah, ah, ah », mais en fait, l'Union européenne a pesé le pour et le contre et elle a décidé que finalement, c'était trop risqué de confisquer les avoirs russes. Merci pour votre regard et ce décryptage, Jean de Glignasti. Je rappelle que vous êtes un ancien ambassadeur de France en Russie.